Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le disciple de Paul Bourget. Elle ne revenait pas. Si jamais j'ai regretté, mon cher maître, à titre de document psychologique, le cahier fermé que j'ai brûlé, c'est sûrement aujourd'hui et ce tableau quotidien de mes pensées depuis le soir de juin où le marquis m'annonçait ainsi l'absence définitive de sa fille. Ce tableau allait jusqu'au mois d'octobre où une circonstance impossible alors à prévoir changea brusquement le cours probable des choses. Vous y auriez trouvé, comme dans un atlas d'anatomie morale, une illustration de vos belles analyses sur l'amour, le désir, le regret, la jalousie, la haine. Oui, durant ces 4 mois, j'ai traversé toutes ces phases. Ce fut d'abord une tentative insensée mais trop naturelle, persuadé comme j'étais que l'absence de Charlotte prouvait seulement ma passion. Je lui écrivis. Dans cette lettre savamment composée, je commençais par lui demander pardon pour mon audace du bois de la Prada, et je renouvelais cette audace d'une manière pire, en lui traçant une peinture brûlante de mon désespoir loin d'elle. C'était cette lettre, une déclaration plus folle encore que l'autre, et si hardie, qu'une fois l'enveloppe disparue dans la petite boîte au bureau des postes du village où j'étais allé la porter moi-même, j'eus de nouveau peur. 2 jours, 3 jours se passèrent. Pas de réponse. La lettre, du moins, ne me revenait pas, comme je l'avais tant craint, sans même avoir été ouverte. À ce moment même, la marquise achevait ses préparatifs pour partir à son tour et rejoindre sa fille. Sa sœur occupait à Paris, rue de Chanaleille, un hôtel assez vaste pour qu'elle eût pu céder à ces dames un appartement suffisant. Hôtel de Sermoise, rue de Chanaleille, Paris, que j'ai eu d'émotion alors à écrire cette lettre, non pas une fois mais 5 ou 6. Je calculais en effet que la tante de la jeune fille ne surveillait pas étroitement sa correspondance au lieu que sa mère la surveillerait. Il fallait profiter du temps où cette dernière était encore à Haïda et redoubler l'impression certainement produite par ma lettre. J'écrivis donc chaque jour, jusqu'au départ de la marquise, des lettres pareilles à cette première, et je n'avais aucune peine à y jouer l'amour. Mon passionné désir de faire revenir Charlotte était sincère, aussi sincère que peu raisonnable. J'ai su depuis qu'à chaque arrivée nouvelle de ces dangereuses missives, et sitôt mon écriture reconnue, elle demeurait des heures à lutter contre la tentation d'ouvrir l'enveloppe. Puis elle l'ouvrait. Elle lisait et relisait ces pages dont le poison agissait sûrement. Comme elle ignorait la découverte qui m'avait rendu maître de son secret, elle ne pensait pas à se défendre contre l'opinion que je pouvais concevoir d'elle. Pour se justifier de cette lecture, elle se disait sans doute que je l'ignorerais toujours, comme j'ignorais son amour naissant. Ces quelques lettres la touchèrent même si vivement qu'elle les conserva. On a retrouvé leurs cendres dans la cheminée de sa chambre. Elle les y a brûlées la nuit de sa mort. Je soupçonnais bien l'effet troublant de ces pages que je griffonnais la nuit, exalté par la pensée que je tirais là mes dernières cartouches. Et cela ressemblait bien à des coups de fusil dans un brouillard, puisqu'aucun signe ne m'avertissait qu'à chaque fois j'atteignais celui que je visais, droit au cœur. Cette incertitude absolue, je l'avais d'abord interprétée à mon avantage. Puis quand la mère eut quitté le château pour rejoindre sa fille, je me vis dans l'impossibilité d'écrire à nouveau. Et je trouvais dans le silence de Charlotte la preuve la plus évidente, non point qu'elle ne m'aimait pas, mais qu'elle mettait toute sa volonté à vaincre cet amour et qu'elle y réussirait. Eh bien, me dis-je, il faut y renoncer. Puisque je ne peux plus l'atteindre, voilà qui est fini. Je me prononçais cette phrase à voix haute, seul dans ma chambre, en entendant rouler la voiture qui, cette fois, emportait la marquise.
Monsieur de Jussat et Lucien l'accompagnaient jusqu'au Martyr de Verre, où elle allait prendre le train. Oui, répétai-je, voilà qui est fini. Qu'est-ce que cela me fait puisque je ne l'aime pas ? À la minute, cette idée me laissa relativement tranquille, et sans autre trouble qu'une sensation vague de gêne à la poitrine, comme il arrive dans les vives contrariétés, je sortis afin de secouer même cette gêne, et par une de ces bravades solitaires avec lesquelles je me plaisais à me prouver ma force, je me dirigeai vers la place où j'avais osé parler de mon amour à Charlotte. Afin de mieux m'attester ma liberté d'âme, j'avais pris sous mon bras un livre nouveau que je venais de recevoir, une traduction des lettres de Darwin. Le jour était voilé mais presque brûlant. Une espèce de simoun, un vent venu de la Limagne et du sud, chauffait de son haleine les branches maintenant vertes des arbres. À mesure que j'avançais, ce vent me brisait les nerfs. Je voulus attribuer à son influence le grandissement de ma gêne. Après quelques recherches infructueuses à travers le bois de la Prada, je finis par trouver la clairière où nous nous étions assis, Charlotte et moi, la pierre, le bouleau. Il frémissait tout entier au souffle de ce vent, avec son feuillage dentelé dont l'ombre était plus épaisse qu'aujourd'hui. Je m'étais promis de lire mon livre à cette place. Je m'assis et j'ouvris le volume. Il me fut impossible d'aller au-delà d'une demi-page. Voici que les souvenirs m'envahissaient, m'obsédaient, me montrant la jeune fille sur cette même pierre, rangeant les brins de ses muguets, puis debout, appuyée contre cet arbre, puis affolée et fugitive sur l'herbe du sentier. Une douleur indéfinissable montait en moi, oppressant mon cœur, étouffant ma respiration, brûlant mes yeux de larmes, et je constatais avec épouvante qu'à travers tant de complications, d'analyse et de subtilité, j'étais devenu, sans m'en douter, éperdument amoureux de l'enfant qui n'était pas là et qui n'y serait plus jamais. Cette découverte, si étrangement inattendue et d'un sentiment si contraire au programme réfléchi de mon aventure, s'accompagna presque aussitôt d'une révolte, et contre ce sentiment et contre l'image de celle qui m'en infligeait la douleur. Je ne passai pas un jour durant les longues semaines qui suivirent sans me débattre contre cette honte d'être pris à mon propre piège et sans subir un accès d'amère rancune contre l'absente. Je reconnaissais la profondeur de cette rancune à la joie infâme qui m'inondait le cœur lorsque le marquis recevait une lettre de Paris, qu'il la lisait d'un sourcil froncé et qu'il soupirait « Charlotte n'est toujours pas bien ». J'éprouvais une consolation insuffisante, misérable, mais une consolation tout de même, à me dire que moi aussi, je l'avais blessée d'une blessure envenimée et lente à se refermer. Il me semblait que ce serait là ma vraie vengeance. Si elle continuait, elle, de souffrir, et si je guérissais, moi, le premier, je faisais appel au philosophe que je m'étais enorgueilli d'être pour abolir en moi l'amoureux. Je reprenais mon vieux raisonnement, il y a des lois de la vie de l'âme, et je les connais. Je ne peux pas les appliquer à Charlotte puisqu'elle m'a fui. Serais-je incapable aussi de me les appliquer à moi-même ? Et je méditais sur cette nouvelle question. Y a-t-il des remèdes contre l'amour ? Oui, me répondais-je, il y en a, et je les trouverai. Mes habitudes d'analyse quasi mathématique se mettaient au service de mon projet de guérison, et je décomposais le problème en ses éléments d'après la méthode des géomètres. Je réduisais cette question à cette autre. Qu'est-ce que l'amour ? À quoi je répondais brutalement par votre définition, l'amour, c'est l'obsession du sexe. Or, comment se combat une obsession ? Par la fatigue physique qui suspend,
qui du moins diminue le travail de la pensée. Je m'astreignis donc, et j'astreignis mon élève à de longues marches. Les jours où je n'avais pas de classe à lui faire, le dimanche et le jeudi, je partais seul, dès la première pointe du matin, après avoir arrêté l'heure et l'endroit où Lucien me rejoindrait avec la voiture. Je me faisais réveiller vers les 2 heures. Je sortais du château dans ce demi-crépuscule froid qui précède le lever de l'aurore. J'allais droit devant moi, frénétiquement, choisissant les pires coursières, m'attaquant dans mes ascensions des puits les plus rapprochés aux côtés abrupts, presque inaccessibles. Je risquais de me casser les reins en dévalant le long des sables fuyants des cratères ou sur les escaliers des crêtes de basalte. N'importe, j'allais dans la nuit finissante. La ligne orangée de l'aurore gagnait le bord du ciel. Le vent du jour nouveau fouettait ma face. Les étoiles se fondaient comme des pierreries noyées dans le flot d'un azur d'abord tout pâle, puis tout foncé. Le soleil allumait sur les fleurs, les arbres, les herbes, un étincellement de rosée brillante. J'essayais de me procurer la sauvage griserie animale que j'avais connue jadis dans des courses semblables. Persuadé comme je le suis des lois de l'atavisme préhistorique, je m'efforçais par cette sensation de la marche forcée et celle des hauteurs d'éveiller en moi l'esprit rudimentaire de la brute ancestrale, de l'homme des cavernes dont je descends moi comme les autres. Je parvenais ainsi à une sorte de délire farouche, mais qui n'était ni la paix rêvée, ni la joie, et qui s'interrompait à la moindre réminiscence de mes relations avec Charlotte. Le détour d'un chemin que nous avions suivi ensemble, la nappe bleue du lac aperçue d'un sommet, la ligne ardoisée des toits du château profilés au travers l'espace, moins que cela, le feuillage mobile d'un bouleau et son fût argenté sur un écriteau le nom d'un village dont elle avait parlé un jour, cela suffisait. Et cette frénésie factice cédait la place à la cuisante douleur du regret qu'elle ne fût pas auprès de moi. Je l'entendais me dire de sa voix timbrée finement « Regardez donc !» comme elle disait autrefois quand nous errions ensemble dans ce même horizon de montagne, en ce temps-là glacé de neige, mais la fleur vivante de sa beauté s'y épanouissait, maintenant parée de verdure, mais la fleur vivante en était retirée. Et cette sensation de son absence devenait plus intolérable encore à retrouver Lucien qui ne manquait jamais de me parler d'elle. Il l'aimait, il l'admirait si tendrement, et dans son ingénuité, il me donnait tant de preuves qu'elle était si digne d'être admirée et d'être aimée. Alors la lassitude physique se résolvait en un pire énervement et des nuits suivaient d'une insomnie agitée comme empoisonnée d'amertume dans lesquelles il m'arrivait de pleurer tout haut, indéfiniment, en criant son nom comme un aliéné. « C'est par la pensée que je souffre », me dis-je, après avoir vainement demandé le remède aux grandes fatigues. Attaquons la pensée par la pensée. Il y eut donc une seconde période durant laquelle je voulus déplacer le centre même de mes forces d'esprit. J'entrepris l'étude la plus complètement opposée à toute préoccupation féminine. Je dépouillai en moins de 15 jours, la plume à la main, 200 pages de cette physiologie de Bonis, emportée dans ma malle, et les plus dures pour moi, celles qui traitent de la chimie des corps vivants, mes efforts pour entendre et pour résumer ces analyses qui exigent le laboratoire eurent beau être suprêmes, je n'arrivais qu'à m'hébéter l'intellect, et je me trouvais, moi, capable de résister à l'idée fixe. Je reconnus que je faisais de nouveau fausse route. La vraie méthode n'était-elle pas plutôt celle que professait Goethe ? Appliquer sa pensée à la douleur même dont on veut se délivrer. Ce grand esprit qui a su vivre mettait ainsi en pratique la théorie exposée dans le 5e livre de Spinoza et qui consiste à dégager derrière les accidents de notre vie personnelle la loi qui les attache à la grande vie de l'univers. Monsieur Taine, dans d'éloquentes pages sur Byron, nous conseille de même de nous comprendre, afin que la lumière de l'esprit produise en nous la sérénité du cœur. Et vous, mon cher maître,
que dites-vous d'autre dans la préface de votre théorie des passions ? Considérer sa propre destinée comme un corollaire dans cette géométrie vivante qui est la nature, et par suite comme une conséquence inévitable de cet axiome éternel dont le développement indéfini se prolonge à travers le temps et l'espace, tel est l'unique principe de l'affranchissement. Et que fais-je d'autre à cette heure en rédigeant ce mémoire que de me conformer à ces maximes ? Puissent-elles me réussir mieux qu'alors ? J'essayais en effet à cette époque de résumer dans une espèce de nouvelle autobiographique l'histoire de mes sentiments pour Charlotte. J'y supposais, voyez comme le hasard se charge parfois de réaliser étrangement nos rêves, un grand psychologue consulté par un jeune homme. Et vers la fin, le psychologue rédigeait, à l'usage du malade moral venu à lui, un diagnostic passionnel, avec indication des causes. J'écrivis ce morceau pendant le mois d'août et sous l'influence accablante de la plus torride chaleur. J'y consacrai 15 séances environ, poussées de 10 heures du soir à 1 heure du matin, toutes fenêtres ouvertes, avec le vol autour de ma lampe allumée des grands sphinx de nuit, de ces larges papillons de velours sombre qui portent sur leur corselet l'empreinte blanche d'une tête de mort. La lune se levait, inondant de ses clartés bleuâtres le lac où couraient des reflets nacrés, les bois dont le mystère s'approfondissait et la ligne des volcans éteints, ces volcans pareils à ceux que mon père montrait à mes yeux d'enfant à travers le télescope dans cette lune elle-même. Je posai ma plume pour m'abîmer devant ce paysage muet, dans une de ces rêveries cosmogoniques dont j'étais coutumier jadis. Comme au temps où la parole de ce pauvre père me révélait l'histoire du monde, je revoyais la nébuleuse primitive, puis la terre détachée d'elle et la lune détachée de la terre. Cette lune était morte aujourd'hui, et la terre mourait aussi. Elle allait se glaçant de seconde en seconde. La suite imperceptible de ces secondes, s'additionnant durant des milliers d'années, avait déjà atteint l'incendie des volcans d'où jaillissait autrefois, brûlante et dévastatrice, la lave sur laquelle posait le château. En se refroidissant, cette lave avait dressé comme une barrière au cours d'eau qui s'étalait maintenant en lac, et l'eau de ce lac irait aussi s'évaporant à mesure que l'atmosphère irait diminuant. Ces 14 pauvres kilomètres d'air respirable qui environnent la planète. Je fermais les yeux et je les sentais rouler, ce globe mortel, à travers le vide infini, inconscient des petits univers qui vont et qui viennent sur lui, comme l'immense espace est inconscient des soleils, des lunes et des terres. La planète roulera ainsi quand elle ne sera plus qu'une boule sans air et sans eau, d'où l'homme aura disparu, comme les bêtes et comme les plantes. Au lieu de me procurer la sérénité du contemplateur, cette vision de l'irrémédiable écoulement me faisait me ramasser et sentir avec terreur cette conscience de ma personne, la seule réalité que j'eusse à moi, et pendant combien de temps ? À peine un point et un moment. Je me souvenais alors d'une phrase naïve que Marianne disait en pleurant un jour que je lui avais fait de la peine. « On n'a que soi », répétait cette fille à travers ses larmes. « On n'a que soi ». Et moi aussi, je les redisais, ces syllabes, et j'en extrayais tout le sens, puisque dans cette fuite irréparable des choses, ce point et ce moment de notre conscience demeurent notre unique bien. Il faut en exalter, en exaspérer l'intensité. Je repoussais les papiers sur lesquels j'étais en train d'écrire ma confession, plus ou moins doctement commentée. Je sentais avec une évidence affreuse que cette intensité souveraine de l'émotion, seule Charlotte me la procurerait si elle était dans cette chambre, assise sur ce fauteuil, couchée sur ce lit, unissant sa chair périssable à ma chair périssable, son âme condamnée à mon âme condamnée,
sa fugitive jeunesse à ma jeunesse. Et comme tous les instruments d'un orchestre s'accordant pour produire une note unique, toutes ces forces diverses de mon être, les intellectuelles, les sentimentales, les sensuelles, s'accordaient dans un cri aigu de désir. Hélas, de savoir les causes de ce désir en exaspérait encore la folie, et la vision de l'univers avivait en moi la frénésie de la vie personnelle au lieu de la calmer. La phrase de Marianne, subitement revenue à ma pensée, me fit souvenir des temps dont je vous ai parlé, et des ardeurs que j'avais connues alors. Je me dis que sans doute je me trompais sur moi en me croyant un abstrait, un intellectuel pur. Depuis des mois que j'étais entièrement sage, ne vivais-je pas au rebours de mon caractère ? Les phénomènes de passion pour Charlotte, dont j'étais le théâtre, ne dérivaient-ils pas simplement d'une chasteté trop prolongée ? Peut-être ce désir n'avait-il rien de psychologique et manifestait-il une apoplexie de jeunesse, un excès de sève à dépenser ? Ce serait alors un prurit de désir à détruire par l'assouvissement. Sous le prétexte de quelque affaire de famille à régler, j'obtins du marquis 8 jours de vacances, et j'arrivai à Clermont bien résolu de m'y livrer à la plus violente frénésie de débauche avec la première créature venue. Comme j'avais ces temps d'abord pensé à Marianne à cause du mot que je vous ai cité, je la cherchais. J'eus tôt fait de la retrouver. Ce n'était plus la simple ouvrière d'autrefois. Un propriétaire de campagne l'entretenait. Il l'avait installée, nippée, et ne venant à la ville qu'1 jour sur 8, ce protecteur lui laissait une liberté de petite bourgeoise. Cette demi-métamorphose, jointe à la résistance qu'elle m'opposa d'abord, donnait à la reprise de cette ancienne histoire un rien de piquant et qui m'amusa 24 heures. La pauvre fille conservait pour moi, malgré mes duretés lors de notre rupture, un sentiment tendre. Et le surlendemain de mon arrivée, ayant tout organisé pour bien tromper la surveillance maternelle, je passai la nuit dans sa chambre. Mon cœur battait, tandis que je montais l'escalier de la maison qu'elle habitait rue Tranchée des Gras, pas très loin de la sombre cathédrale que je contournais pour aller chez elle. Cette rentrée dans le monde des sens m'émouvait comme un renouveau d'initiation. J'allais savoir jusqu'à quel degré le souvenir de Charlotte gangrénait mon âme. Assis au pied du lit, je regardais se dévêtir cette femme sur qui je m'étais rué dans la première fureur de la puberté. Elle était lourde, mais jeune, fraîche et robuste. Ah, comme l'image de mademoiselle de Jussat se fit présente à cette minute, et sa silhouette de frêle statuette grecque, et la délicatesse devinée de son corps gracile. Comme cette image était encore là, vivante dans mes yeux, tandis qu'étendu dans le lit, j'étreignais ma première maîtresse avec une ardeur de brutalité qui se mélangeait d'une tristesse infinie. Cette créature était une simple fille du peuple et qui ne raisonnait guère. Mais les plus matérielles ont d'étranges finesses quand elles aiment, et celle-là m'aimait à sa façon. Je m'aperçus qu'elle aussi n'éprouvait plus auprès de moi les sensations anciennes. Je la vis s'exalter sous mes caresses, puis au lieu de cette fougue heureuse d'autrefois, elle parut déçue dans son désir, comme déconcertée par mes regards, comme gagnée par ma tristesse, et elle me dit dans l'intervalle de nos baisers « Qu'as-tu qui te peine ?» Et employant une locution bien clermontoise, « Je ne t'ai plus vu si triste. » Et plaisant avec la bonhomie matoise des Auvergnats, « C'est quelque femme mariée qui t'a monté le cou ? Il est assez long ton cou, tu n'as pas besoin qu'on te le hausse. » Elle m'avait, en commentaire de son mauvais jeu de mots, mis ses 2 mains autour du cou, 2 grosses mains aux doigts épais. Celle de Charlotte était si fine, aussi fine que son délicat esprit comparé à la vulgarité de Marianne. Ce qui me désespérait, ce qui me serra le cœur aux paroles de cette dernière, ce ne fut ni cette vulgarité, ni ce contraste, non.
Mais fallait-il que j'eusse l'âme malade pour que même cette créature s'en aperçût ? Je réagis cependant contre cette impression, je me moquais de ces hypothèses et je me forçais à des transports d'un libertinage bestial dont le plus clair résultat fut que je rentrais au matin avec un débordement d'amertume. Il me fut impossible de retourner chez la fille, impossible d'aller chez d'autres. Je passais les quelques jours qui me restaient à me promener avec ma mère, qui me voyant plongé dans une mélancolie profonde, s'en inquiétait et en redoublait la profondeur par ses questions. Ce fut au point que je vis approcher l'instant du retour au château avec un soulagement. Du moins, j'allais y vivre parmi mes souvenirs. Un coup terrible m'y attendait, qui me fut porté par le marquis dès mon arrivée. « Une bonne nouvelle !» me dit-il sitôt qu'il me vit. « Charlotte va mieux, et une autre aussi bonne. Elle se marie. Oui, elle accepte. Monsieur de Plane. Mais c'est vrai, vous ne savez pas, un ami d'André qu'elle avait refusé une fois et maintenant elle veut bien. » C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le disciple de Paul Bourget. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.